Bonjour Xavier. Quoi, Constance? Merci d'être à ce tout nouvel épisode du podcast Bota Bota. Léoné, à toi. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce langage que je ne parle absolument pas. Oui, Tu vas pouvoir m'apprendre plein de vocabulaire. Je me suis rendu compte avec le temps que tous les invités que j'ai sur ce podcast, je ne les introduis jamais. Parce que qui de mieux que soi-même pour s'introduire. OK. Donc, Xavier. Qui suis-je? Qui es-tu? Je trouve ça toujours drôle parce que, tu sais, à la base, je suis juste un prof au secondaire, tu sais. C'est ça ma carrière. Ça fait 16 ans que j'enseigne l'art dramatique au secondaire à Montréal. Puis, tu sais, les fins de semaine puis le soir, je faisais d'autres choses. Ça a commencé avec la militance carré rouge, ensuite militance autochtone. Puis, c'était vraiment un peu ça que je faisais. Je vivais très bien avec ça, tu sais, d'avoir la job de prof puis de me battre pour les droits des Premières Nations. Les soirs, les week-ends, un peu comme Batman, tu sais, je veux dire. Mais j'utilisais les réseaux sociaux, en fait, pour m'aider à faire tout ça. Puis c'est ça que ça m'a amené où je suis maintenant. Mais là, je me rends compte que je me suis pas présenté plus que ça, là, tu sais, comme je suis Abénaki de Odanak, donc membre de la Première Nation Abénaki. Je veux dire mon âge, ok, mais dites-le pas. C'est un secret. C'est un secret. 1984, faites les chiffres vous-même. Je suis pas bonne en maths, donc dans ma tête, t'as 20 ans, tout va. J'espère, c'est ça le but. J'ai 2 enfants, Arthur et Léonie, 8 et 10 ans. Fait que, tu sais, ça, c'est le background, tu sais, un peu plate, là. Mais sinon, à part de ça, à part du fait que je suis prof, j'ai utilisé les médias sociaux, puis ça a grossi petit à petit, jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, je commence un compte TikTok. Pour être vraiment plus au diapason de ce que mes élèves aimaient, juste pour voir un peu c'était quoi cette application-là. Ça a pris de l'ampleur vraiment vite. Puis souvent qu'on va en parler plus tard, là, mais tu sais, pour faire l'histoire courte, en 2 ans, je suis rendu avec 50 000 abonnés, je suis vérifié, puis je suis passé de TikTok aux médias maintenant traditionnels, fait qu'on me retrouve à la télé, à la radio, puis je m'en vais aussi cinéma et théâtre, fait que c'est vraiment excitant. Nice! Oui, c'est ça le scoop? Ouais, le scoop, c'est que qu'on s'en parlait tantôt, c'est que c'est ma dernière année en enseignement. C'est après 16 ans, je démissionne pendant l'été. Puis c'est triste parce que tu sais, j'aime enseigner. Oui. J'allais dire j'aimais enseigner, oui, je pense que je peux dire au passé, j'aimais enseigner. Parce que c'était une passion, l'art dramatique c'était le fun, c'était extrêmement valorisant de voir les élèves, les enfants, les élèves, tu sais, s'épanouir au travers cet art-là. Puis, tu sais, mon but à moi, ça fait quétaine, là, mais tu sais, c'est réellement de changer le monde d'une certaine façon. Puis je sais que les profs, ils le font. Et en tant que prof, on peut changer le monde parce qu'on forme l'avenir. Puis je le voyais, le travail comme que je faisais qui portait fruit. Fait que je suis vraiment triste de quitter ce métier-là. Sauf que cette nouvelle opportunité-là, ou ces nouvelles opportunités-là, parce qu'il y en a beaucoup, vont me permettre de faire un peu la même chose, mais peut-être à une plus grande échelle. Fait que je vais pouvoir rentrer dans la maison des gens directement à travers la télé et la radio, puis changer leur mentalité, puis leur façon de voir les choses, puis de démystifier les préjugés envers les Autochtones, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. OK, on va clairement en parler. Ouais. C'est clair. Là, je vais nous replonger un peu dans ta culture, dans le fond de qui tu es. En faisant quelques recherches à ton sujet, oh mon Dieu. Je me suis rendu compte je me suis pas rendu compte, j'ai lu que tu étais en processus de reconnexion avec ta culture. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste et comment est-ce que ça a débuté? Ouais, donc moi, je suis Abénaki je parle à la caméra, je parle à toi. Je suis Abénaki de Odanak, qui est une communauté pas loin de comme Drummondville, Sorel, dans ce coin-là, à mi-chemin entre Montréal puis Québec, au sud du fleuve. Et puis, je suis de là, mais j'ai jamais vécu là. J'ai grandi à Yamaska, qui est le village à côté, qui est le village de mon père. Mon père est québécois, blanc. Et à l'âge de 5 ans, j'ai déménagé à Montréal. Fait que moi, je me considère vraiment montréalais dans l'âme, là. Je veux dire, Montréal, j'allais tatouer sur le cœur, puis j'adore la ville. Je me verrais pas déménager en campagne, là. Tu sais, pour moi, Huntsic, c'est la banlieue, là. Je veux dire, pareil. OK, c'est bon. T'inquiète pas. La même place. Fait que à partir de là, tu sais, j'ai grandi à Montréal entouré de gens non autochtones. Ma mère, elle a quitté justement tu sais, ma mère et mon père, on a déménagé de la campagne pour venir à Montréal. Et puis j'ai pas eu accès à toute cette tradition-là, cette culture-là autochtone, parce que j'en côtoyais pas. Puis aussi parce que ma mère n'était pas en mesure nécessairement de me partager ces savoirs-là.
faut comprendre que c'est pas parce que ma mère voulait pas, c'est parce qu'elle aussi, elle a pas eu accès à ça. J'ai rencontré, pour faire une petite histoire, j'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Zélande quand mon fils est né. On a pris 2 mois là-bas là, pour faire pendant le congé parental, c'est vraiment hot. Nice. Mais là-bas, j'ai rencontré une jeune fille Marie de mon âge. Bon, jeune, c'est subjectif. 20 ans. Ouais, 20 ans, on va dire. Puis elle me racontait que elle et moi, on était de ce qu'on appelait on était dans les 2 générations perdues parce que ma mère, puis on a vécu un peu la même chose là-bas, là, mais ma mère, elle a fait elle a vécu ce qu'on appelle la rafle des années 60. Fait que je sais pas si tu connais un peu, là, mais ça, c'est dans les années 50, 60, puis encore même jusqu'à aujourd'hui, parce que maintenant, on appelle ça la rafle du millénaire. L'Église, puis l'État incitait, sinon forçait les familles autochtones à mettre leurs enfants en adoption. C'est pas capable de vous en occuper, on va le faire pour vous, ça va être mieux pour vous, faites ci, faites ça. Fait que ma mère a été mise en famille d'accueil, très jeune, là, je pense 8-10 ans, quelque chose comme ça. Fait qu'elle aussi, elle a pas eu accès. Mais même si elle avait voulu, ma grand-mère, elle était en pensionnat. Puis on peut pas dire qu'elle a perdu sa culture parce que c'est pas ça qui est arrivé. Elle se l'est fait arracher de force. T'sais. Fait que quand elle était jeune, elle était en pensionnat. En dehors de la communauté, en dehors de la province même, elle était envoyée en Ontario. Ce qui a fait que je suis anglophone. C'est la raison pour laquelle je parlais anglais jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis fait que ma grand-mère, elle a pas eu l'opportunité de donner ces savoirs-là à ma mère, qu'elle l'a pas donné à moi. Et donc, moi, rendu à Montréal, je grandis dans ce monde-là, tu sais, allochtone, je savais que j'étais autochtone, tu sais, on retourne sa communauté souvent, mais tu sais, c'était pas rien de plus pour moi. Puis dans ma vingtaine, à un moment donné, j'ai décidé de prendre des cours de langue abénaquise parce qu'ils s'en donnaient à Montréal. C'était la première fois. Ils s'en donnaient à Montréal. Puis ma mère, mon frère et moi, on a décidé d'aller prendre des cours juste pour voir, là, pour le LOL un peu, pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Parce que ta mère le parlait pas non plus. Non. Puis ma grand-mère, elle parle plus non plus. D'accord. Depuis qu'elle a passé dans les pensionnats. Fait que dans les cours de langue, c'est là que j'ai réalisé que, oh mon Dieu, il y a une partie de moi-même que je ne connais pas. Il y a comme une espèce de trou, tu sais, un manque qu'il faut que je comble, puis comment est-ce que je le fais? Fait que j'ai commencé à partir de la langue, à travers la langue. Ça m'intéressait, je recherchais encore plus d'informations, puis petit à petit, tu sais, je poussais toujours un peu plus loin, fait que, tu sais, par rapport à, mettons, puis toujours en lien avec la militance, là, je faisais un peu des conférences sur l'appropriation culturelle, qui était comme... pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi l'appropriation culturelle. Mais mettons, il y a 10-12 ans, là, c'était encore assez méconnu, puis les gens étaient assez réfractaires à cette idée-là. Fait que je faisais ça un peu, puis j'ai commencé aussi, mon cousin a commencé un groupe de power drum et de chant, fait que je me suis joint à lui, puis là j'ai commencé à chanter, puis j'avais des skills d'animateur, parce que j'ai fait beaucoup d'animation dans ma vie, en dehors de ma job de prof. J'étais animateur de foule. Fait que j'animais, mettons, le Canadien de Montréal, les Alouettes, j'animais des émissions de télé comme Belle et Bomme. Fait que j'avais ce skill-là aussi. Puis j'ai commencé à animer les powwows. Fait que là, ça me plongeait à 100% dans le cœur de cette espèce de melting pot de culture, mais tu sais, dépendamment du powwow où j'allais. Comment est-ce qu'on anime un powwow? Un powwow, là, t'as ce qu'on appelle le MC, donc le maître de cérémonie. Ça, c'était ma job à moi. Le maître de cérémonie, c'est celui avec le micro, qui parle aux gens, qui fait des jokes, qui invite les gens à venir danser, qui donne les règles, puis si t'as besoin d'aide, tu y parles. C'est vraiment c'est ça, l'animateur. Sauf que c'est pas lui qui décide du déroulement de la fête. Il y a quelqu'un qui s'appelle, son rôle, c'est le directeur d'arène. Puis le directeur d'arène, qui est l'espèce de spot où est-ce que les gens dansent, c'est lui qui va décider quels chants vont être chantés, quel tambour va le drummer, puis quelle danse on va faire. Fait que c'est lui qui décide un peu du déroulement. D'accord. Fait qu'on travaille ensemble. Toi, t'es un peu l'ambianceur. Ouais, c'est ça. Moi, je suis la voix, puis lui, c'est celui qui gère puis qui contrôle, puis c'est ça que, tu sais, comme, ça roule bien. Fait que voilà comment on a eu un power. Parenthèse fermée. Ouais, puis tu sais, je l'ai appris un peu sur le tas parce que, tu sais, j'étais allé à quelques powwows, mais j'ai des amis, là, qui, eux autres, ont grandi là-dedans, puis eux autres, tu sais,
ils vont à des powwows plusieurs fois par année. Le leur, ils sont investis, je sais pas, ils font toutes sortes de trucs, ils dansent ou ils chantent déjà depuis un très jeune âge. Fait que moi, j'ai commencé fin vingtaine à faire ça, mi-fin vingtaine, puis ça a vraiment été, tu sais, comme une espèce de, pas un culture shock, mais tu sais, une grande vague d'informations, puis que j'ai dû assimiler, puis ça m'a fait réaliser que je veux en faire plus, tu sais. Je vais en faire plus pour moi, puis je vais en faire plus pour les autres, parce que moi, je savais pas, puis là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens aussi qui connaissent rien de tout ce que moi, je viens d'apprendre. Fait que c'est un peu ça que je fais finalement aussi sur mon compte TikTok, tu sais. Ouais. Est-ce que c'était comme un peu un feeling de... Quand tu parlais, le mot « homecoming » me revenait beaucoup. Ouais. Est-ce que c'était un peu cette impression-là de comme « you're coming home », tu rentres à la maison ou... Ouais, je pense que oui, on pourrait dire ça. Il y a une façon de le voir ainsi, ou est-ce que... Parce que... Comment... Là, je veux pas rentrer sur une grosse parenthèse, là, mais tu sais, comment est-ce que tu définis c'est quoi un autochtone? Tu sais, c'est dur parce que tu peux pas juste regarder la quantité de sang parce que dans 100 ans, on va avoir disparu parce qu'on peut pas juste faire des enfants entre nous autres, tu sais. Alors, comment est-ce que tu peux décider qui est-ce qui l'est ou l'est pas? Ben, c'est, moi, comment je le vois, c'est est-ce que tu as une communauté qui te reconnaît? Est-ce que tu as comme un village ou est-ce qu'il y a du monde qui viennent de là, qui sont comme, ah ben oui, cette personne-là, c'est le fils de tel ou tel, puis on le reconnaît, puis est-ce que tu t'impliques, puis est-ce que tu ramènes quelque chose dans ta communauté? Fait que... C'est un gros sujet, ça. Ben, c'est ça, puis en ce sens où c'est un je reviens à la maison, ben, je reviens à quelque part qui, oui, est ma maison, mais que je savais pas que je pouvais... et que je savais pas que je pouvais aider, puis que finalement je le fais, puis que je suis reconnu par eux, tu sais. Je pense que c'est... la plus grande marque d'amour et de respect que j'ai reçu dans les dernières années, c'est mon cousin, tu sais, puis on se taquine énormément, là. Puis tu sais, c'est peut-être stéréotypé, là, mais les Autochtones, on a un sens d'humour ça peut être des fois assez dark, tu sais, c'est pour cope with the trauma. Fait que on se complimente, tu sais, trauma bonding. Ouais, c'est ça. Entre cousins, on se complimente pas souvent, tu sais, on se fait des pics plus qu'autre chose. Puis mon cousin qui m'a dit il y a comme 2 ans, il m'a dit t'es rendu une des voix incontournables des Autochtones du Québec, tu sais. Fait que j'étais comme wow, pour moi c'était incroyable à entendre, tu sais. Oh my god. Fait que c'est comme un espèce de comme on te reconnaît, tu sais, on t'accueille, on te reconnaît, puis moi je reconnecte aussi. Fait que dans le fond, c'est un peu tout ça. C'est vraiment... C'est trop beau. Bon. J'aime bien ça. Merci. J'espère que j'ai pas piqué dans le sens. Est-ce que t'as mentionné que ton papa était blond, québécois, et donc ta maman est Abénaki. Ouais, mon vrai nom c'est Xavier Watso, trait d'union Cournoyer. C'est ça, c'est ce que j'ai vu. Oui. Et mon nom de scène c'est Xavier Watso. On va dire ça de même. Et je voulais savoir, est-ce que depuis cette reconnexion, ou en tout cas ce nouveau chemin que t'as pris, est-ce que t'as l'impression que ta relation avec tes parents a changé vis-à-vis de tout ça? Vis-à-vis mes parents, pas tant. Je veux dire, par rapport à mon père, non, ça a rien changé. Je veux dire, on a toujours les mêmes points en commun qui sont le hockey puis la pêche. Tu sais, je veux dire, on est très proches par rapport à ça. Puis avec ma mère, tu sais, je pense qu'on a été très très proches aussi là, parce qu'à un moment donné, mes parents sont séparés, puis j'étais avec elle la majorité du temps, tu sais. Fait que des fois ça peut créer ce que ça crée, mais je suis extrêmement proche avec ma mère. Fait que ça a rien changé. Elle m'aimait d'amour, tu sais, puis je pense qu'elle a toujours vu en moi un peu cette espèce de côté militant là. Fait que c'était pour elle pas nouveau, mais où je veux en venir, c'est que j'ai vu un énorme changement avec ma grand-mère. Oh my God. Parce que moi, j'amenais le tambour puis je pratiquais dans la cour arrière chez ma grand-mère, puis je l'ai jamais vu, tu sais, comme agir de la sorte. Lorsque je commençais à chanter puis à drummer, à pratiquer tout ça, je la voyais, tu sais, sortir de la maison, elle venait m'écouter, puis des fois, elle commençait à danser autour. Je l'ai jamais vu faire ça, tu sais, comme, puis des fois, elle me demande de chanter, puis des fois, elle m'a offert un tambour. Fait que je vois que pour elle, c'est tellement extraordinaire, tu sais, comme que ça n'avait pas disparu en quelque part, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment touchant de voir ma grand-mère réagir ainsi à moi qui reconnecte. Ouais, ça doit venir réveiller quelque chose en elle. C'est vraiment hot, c'est vraiment beau, ouais. Ça, c'est beau. Ah, tout est beau. Tout est beau. Ouais, faut juste me force un peu pleurer quand même. Ouais.
Tu vas mal. C'est correct, ça, safe space. Ouais, on va être YouTube. Et donc, tu es aussi parent. Tu as 2 enfants, tu l'as mentionné. Comment est-ce que cette culture-là, tu l'apportes à tes enfants? Je suis jaloux, en fait. Je suis pas vrai. Dans le sens où, comme, ils ont 8 puis 10 ans, puis ils ont eu accès à des choses que moi, je connaissais même pas avant l'âge de 25, 28 ans. Tu sais. Eux autres, ils ont reçu dès leur naissance un nom Abénaki. Ma fille Léonie, c'est Nanatassis, qui veut dire colibri, puis mon fils, c'est Kokokas, qui veut dire hibou. Moi, mon deuxième nom, c'est Dimitri. Je veux dire, comme... Je sais pas pourquoi, ma mère, elle aimait les magasins cuir Dimitri, quelque chose de même, là, je sais pas. Fait que tu sais, j'ai même pas, en tout cas, oui, on est en processus d'essayer de faire une cérémonie pour que j'en sois un finalement, mais tu sais, eux, ils ont eu accès à ça, ils ont eu accès à la cérémonie des premiers pas qu'on a fait quand ils sont nés, je leur apprends des mots en Abénaki, et puis à l'école de mes enfants, au primaire, il y a des enseignants qui utilisent encore le terme amérindien, mais excusez-moi, mais depuis que la famille Watso est rentrée, il y en a plus un qui l'utilise, là, parce que les autres, ils les reprennent, tu sais, à 8 puis, ils reprenaient quand il y avait 7 puis 9, là, tu sais. Ils allaient voir les enseignants, ça se dit pas, ça, tu sais. On dit autochtones maintenant, parce qu'on n'est pas des Indiens de l'Amérique. Ça a aucun rapport. C'est ça. Fait que c'est vraiment, là, on va dire c'est beau à voir. On va retrouver d'autres choses. C'est le thème, c'est le thème. C'est super le fun. Pour vrai, je suis jaloux, pas pour vrai, mais comme, j'aurais aimé savoir ce que eux y ont, tu sais. Fait qu'ils sont chanceux. Ils sont chanceux, je pense qu'ils le réalisent. Moi, je le réalise que je suis chanceux aussi que c'est pas disparu, ça, puis que j'ai la chance de leur transmettre toute ces notions-là, tu sais. Fait que c'est le fun. C'est fou parce que tu disais en tant qu'éducateur, t'as l'impression de forger l'avenir de demain, mais aussi en tant que parent finalement, parce que c'est... Oui. C'est un peu ben oui, c'est ça. En tant que prof, t'as accès justement à la prochaine génération. En plus grand nombre, puis après t'as tes enfants en moins grand nombre. Oui. Puis ceux-là, tu peux les forger un peu plus. Oui, c'est ça. T'as plus de... C'est clair. Marge de manœuvre, c'est certain. C'est clair. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi le fait qu'une communauté perde sa langue, quel impact est-ce que ça a sur cette communauté de perdre un langage? C'est une question qui se répond d'elle-même dans le sens où comme la perte d'une langue, c'est la perte c'est la perte d'une partie du corps là, de cette, tu sais, je veux dire, puis une partie, tu sais, comme c'est une partie nécessaire à la survie de ce corps-là. Je veux dire, c'est pas comme juste perdre un bras ou une jambe, là, c'est comme perdre ton cœur, là, tu sais, comme perdre ton âme, tu sais. Perdre ta langue fait que tu vas avoir la difficulté ensuite à faire survivre tout le reste. Tu sais, comme nos chants abénakis, si on n'a plus accès à notre langue, on ne saura plus qu'est-ce que ça veut dire. Si on n'a plus la langue, déjà qu'on a presque plus la langue, là, je sais pas si dans ta recherche tu avais vu ça, mais l'abénaki était considéré disparu au début des années 2000 parce qu'il y avait juste une aînée qui le parlait, puis bon, veut pas, les aînés, il leur reste plus beaucoup de temps. Fait que il y a quelqu'un qui a pris sur lui de devenir d'être mentoré par cette aînée-là, puis il a appris la langue, puis là, il nous l'a réappris à nous, d'où les cours à Montréal. Puis là, on est rendu, je dirais, j'aimerais dire au moins une vingtaine à essayer de le réapprendre, chacun à notre rythme. Mais tu sais, il y en a des meilleurs que d'autres, là, qui ont vraiment mis plus d'efforts puis de temps, puis sont meilleurs que les autres. Je dirais une demi-douzaine qui sont peut-être capables de converser. Et moi, je me considère que j'ai encore des croûtes à manger. Là. Je suis à peu près à 350-400 mots, mais tu sais, j'ai pas de verbe. Fait que, je veux dire, je peux bien dire tous les animaux du monde. Là. Après ça, ça me servait à pas grand-chose d'une conversation. Fait que, on travaille fort. Mais tu sais, avec mes enfants aussi, ça m'aide. Parce que, tu sais, je leur apprends des mots, je mets des mots comme en post-it dans la maison. Puis mon TikTok aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que je faisais des TikTok de langue où est-ce que moi, moi, je demandais aux autres comment ils disent ce mot-là dans leur langue autochtone. Moi, ça me permettait de pratiquer, puis ça permettait aux autres aussi de pratiquer dans leur langue. Puis ça permettait aux allochtones d'en apprendre plus sur toutes les différentes langues des gens qui avaient posté en lien avec ma vidéo. Fait que ça, c'était cool aussi. T'sais. Est-ce que tu crois que le futur de la langue abénaki, ou est-ce que... Tu peux l'accorder ou tu peux le garder abénaki. C'est bon. Est-ce que tu crois que, vu que vous êtes peu à la parler concrètement, tu crois qu'à un moment dans le futur, cette langue, elle va se transformer, qu'elle va plus ressembler exactement à ce qu'elle était dans le passé, mais qu'elle va prendre des morceaux de peut-être du français ou de l'anglais, qu'elle va être intégrée? Un peu genre de franglais comme on parle nous autres? Genre. Parce que le futur, une langue, ça se
transmet, mais ça se change aussi en fonction de... C'est en constante évolution, la langue. Je veux dire, moi, je le vois avec mes élèves, là, à chaque 4-5 ans, il faut que je sorte un nouveau dictionnaire pour que les boomers, ils comprennent ce qu'ils disent les jeunes, là, pour vrai. Sacré boomer. Non, mais tu sais, je dis pour que les personnes qui n'ont pas accès à ce niveau de langue-là, tu sais, parce que ça change tout le temps. Je pense que ça va être un peu la même chose avec l'Abenaki, mais on va commencer par juste essayer d'être assez de gens pour être capable de converser, tu sais, ce serait ça l'idéal. C'est ça le but, là. Tu sais, on voit l'éléphant, là, puis tu peux pas le manger. Non, mais tu peux pas le manger en une bouchée. C'est pas une expression, ça? Oui, ça tu y aller une cuillère à la fois, là. Tu sais, quelque chose. Non, c'est ça, Avoir les yeux plus gros que le ventre. Non, mais c'est ça, c'est ça. Comment est-ce que, en tant qu'éducateur, et surtout porte-parole de ta culture, qu'est-ce qui t'a le plus sauté aux yeux ces dernières années au sujet des gens à qui tu parlais et à éduquer sur le sujet? Ben, déjà, je peux pas me définir comme porte-parole de ma culture parce que ce que je fais, c'est à mon nom, puis je veux pas parler au nom de tous les Abénaquis, c'est certain. Même chose, des fois, on m'invite là, en tant que porte-parole des Autochtones. Attends une seconde, là, je peux pas prendre ce rôle-là. Moi, je parle à mon nom, puis des fois, je fais des erreurs. Fait que ça c'est quelque chose. Puis qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai vu le plus? Qu'est-ce qui t'a le plus sauté aux yeux peut-être de certaines personnes qui avaient comme des idées reçues sur certaines choses, ou qu'est-ce qui revient le plus? J'ai vu ça fait quand même longtemps là, que je fais ça, j'ai vu quand même un grand changement dans les 15 dernières années. Puis d'après moi, c'est vraiment grâce à l'accès à l'information qu'on a grâce aux médias sociaux, là. Facebook au début, puis ensuite les mouvements militants qui ont commencé à partir de là. Puis maintenant, tu peux avoir accès à des créateurs de contenu autochtones avec un pouce, là. Dans le sens où comme tu peux aller chercher l'information. Puis il y a de moins en moins. Je sais pas si c'est parce que j'ai créé vraiment une super belle chambre d'écho autour de mes comptes, là. Mais tu sais, ça se peut. Mais je bloque plus vite que mon nombre, hein, pour vrai. Je bloque au moins 1000 à 1500 personnes par année, là, facile, là. Fait que tu sais, tu le vois qu'il y a une ouverture, il y a un intérêt. Tu sais, ça c'est indéniable. Les gens, ils veulent en connaître un peu plus sur les Premières Nations, sur les Autochtones. Alors, les gens posent des questions, puis maintenant, ils ont accès à la réponse avant. Tu sais, avant, mettons, t'avais une question, tu savais pas où il fallait que tu ailles voir un autochtone. Puis déjà, tu sais, c'est rare, hein, comment tu n'en connais pas nécessairement beaucoup, là. On est quoi maintenant? On était 1% de la population il y a quelques années. Maintenant, je pense qu'on est rendu 2.4. Tu sais, on n'est pas beaucoup. Fait qu'en trouver un, tu sais, tu veux pas non plus le bombarder de questions. C'est clair. Tu sais, mais maintenant, tu as accès à toutes tes réponses. Fait que les gens sont d'après moi plus sensibilisés. OK. Puis c'est intéressant. Tu vas toujours avoir des trolls ou des personnes, je vais pas dire mal intentionnées, mais qui sont pas intéressées à changer, qui ont leurs idées préconçues, puis ils sont bien là-dedans. Puis tu vas avoir du monde juste tout simplement malheureusement raciste aussi, qui vont être comme qui vont apparaître dans les commentaires, mais tu sais, on espère juste que ces gens-là vont peut-être avoir quelqu'un proche d'eux qui vont être capables de leur faire entendre raison, parce que c'est pas moi en répondant à un commentaire qui va réussir à faire changer une mentalité de quelqu'un qui est si loin. Tu sais, c'est une question qui est genuine, là, qui est vraiment comme réelle, tu sais, comme avec beaucoup d'intérêt. Ça va parfois me faire plaisir d'y répondre, ou j'ai avoir des alliés tu sais, comme qui vont répondre. Mais sinon, c'est ça. On a accès à tout aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde peut faire un peu cet effort-là. Parce que, tu sais, c'est une genre de charge mentale, tu sais, comme que de toujours, quand tu vas voir un autochtone puis tu lui poses ces questions-là, ben dis-toi que t'es pas la seule personne à avoir posé ces questions-là. Fait que ça devient, ça peut devenir beaucoup. Tu sais, ça peut être overwhelming. Ouais, justement avec toutes les entrevues que tu fais, puis tu sais, encore une fois, dans toutes les recherches que je faisais, je me rendais compte qu'il y avait quand même pas mal de questions qui se répétaient beaucoup dans les entrevues, ce qui est correct. Oui. Mais je pense pas que c'est pareil. Tu sais, comme je considère pas que toi qui me poses des questions, c'est trop, tu sais, parce qu'on est dans un contexte différent. C'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu te répètes souvent, entre guillemets, dans raconter ta vie, etc. Et oui, puis des fois, je m'entends, puis je suis comme, oh shit, la cassette qui part. Faut juste autre chose, parce que là, tu sais, au nombre d'entrevues, je finis toujours par avoir les mêmes affaires.
Donc là, j'ai changé certaines tournures de phrases. J'avais trouvé une compilation de comme Lady Gaga, je pense, qui répondait à des entrevues de presse. Toujours pareil. Et c'est tout le temps la même phrase pendant comme 20 minutes. Oui. C'est un peu ça. Tu notes Lady Gaga. Oh, wow, mais là, je suis pas assez habillé. J'aurais aimé ça. Mais comment est-ce que tu arrives à conserver un peu cette, un peu ta santé mentale finalement à travers tout ça? C'est la chose la plus importante à conserver, faut faire attention à ça, surtout quand tu es dans le métier des médias sociaux, là, parce que tu peux te brûler tellement rapidement. J'ai beaucoup d'amis qui eux autres répondent aux commentaires des gens qui sont racistes ou mal intentionnés ou qui trollent. Il y a des gens qui écrivent juste pour te faire perdre ton temps. Puis peu importe les arguments, peu importe les articles, peu importe comme ce que tu vas lui dire, cette personne-là, elle va juste jamais changer d'idée, puis elle va juste continuer à d'écrire parce qu'elle n'a rien d'autre à faire de sa vie, puis elle te fait juste perdre de ton temps. Mais elle, c'est une personne versus toi, alors que toi, c'est toi versus comme 100, 200 personnes des fois. Fait que ça devient très, très lourd. Fait que la santé mentale, c'est la chose la plus importante à faire attention. Puis, tu sais, moi, je le dis, là, tu bloques. Faut bloquer plus vite que ton ombre. C'est une des bonnes façons. Puis je suis aussi chanceux, tu sais, d'être un gars, là. Mes amis, eux, avec sur les médias sociaux, là, c'est tellement plus rough, là. Pour aucune raison. Autochtone ou non, là. Les gens se permettent des choses tellement plus violentes envers les femmes. C'est fou, ça. Ça, c'est fou. Ouais, non, c'est sûr. Je m'excuse. C'est pas ta faute, loin de là, mon Dieu. Dans notre saison précédente, j'ai rencontré Rito Joseph, qui est un historien de l'histoire des Noirs et des personnes issues de l'esclavagisme au Canada. Et on a beaucoup parlé de l'histoire, justement, du Canada et comment, en fait, l'histoire des Noirs issus de l'esclavagisme aux États-Unis et au Canada était très différente, malgré le fait qu'ils partagent un continent. Puis les Amériques, c'est très grand. Donc, on a quand même une frontière qui nous sépare. Donc, c'est ça, l'histoire était différente pour les deux. Et je me demande en quoi ou si l'histoire des communautés autochtones aux États-Unis et au Canada sont différentes. J'imagine que la réponse est oui, mais je sais pas s'il y a comme quelque chose un peu... c'est ma question parce que je suis vraiment pas historien. Fait que dans le fond, tu sais, j'ai pas de réponse concrète. Tu sais, sûrement que ça a été différent d'une certaine façon. Je peux voir certaines différences, tu sais, entre les nations ici au Québec, dans le sens où comme ceux qui ont été colonisés en premier, c'est ceux qui ont perdu en premier. Tu sais, tu regardes les Wendat, les Abenaki. Tu regardes ceux plus dans le nord, les Cris, les Inuits, les Ious, les Inuits. Eux autres, tu sais, ils ont encore accès à leur langue, leur culture, leur tradition. Fait que, en ce sens-là, il y en a qui sont moins fait arracher de leur langue, de leur culture, de leur tradition, tu sais. Mais par rapport aux États-Unis, je pourrais vraiment pas dire. Tu sais, je sais que ça a été intense, là, ça a été vraiment, vraiment violent aussi, là. Puis je sais ici que le Québec, notre premier ministre, là, M. Legault, il aime bien dire t'es pas subventionné, je peux le dire. il a dit à un moment donné comme ouais, mais les Français, c'est l'ami des Amérindiens, je pense qu'il a dit. Mais de quoi qu'il parle? Je veux dire, non, mais comme merci, mais non, là, je veux dire. Je pense qu'il a fait le même cours d'histoire de Canada que moi. Ah, c'est ça, oui. On était dans la même classe. C'est ça, dans le temps, c'était ça. Puis il était comme on était des amis, on se tenait main dans la main, on partageait la nourriture, puis c'était vraiment donnant, puis tout le monde s'aimait, mais regarde, c'est pas ça la réalité du tout, là. Fait que il faut prendre en considération, tu sais, qu'est-ce qui a été fait. Puis comment est-ce que ça l'atteint encore. Ça nous atteint encore aujourd'hui, tu sais. Les problèmes systémiques qui ont été mis en place à partir de la colonisation sont encore réels puis sont encore violents. Que d'un côté, le premier ministre dit que les francophones c'était l'ami des Autochtones, puis que de l'autre, il refuse de reconnaître le racisme systémique. Mais pour moi, c'est que t'as absolument rien compris. Absolument. T'sais. On est d'accord là-dessus. Ouais. En parlant de politique, on va parler des réparations. Oui. Comme ça. Quelles sont-elles? Y en a-t-il? C'est ça. Ouais, j'aime ça. J'aime ça parce que ça va me permettre j'ai parlé de ça justement cette semaine, là, fait que je les ferai dans mes mémoires. Parfait. C'est la notion des 3 R. T'as connais-tu?
Je l'ai lu, mais vas-y. Ah, ouais, vas-y, t'as fait de recherche sur moi. Mais oui! C'est bon. Oui, la notion des 3 R, pour ceux qui la connaissent pas à la maison. Ou, ouais, dans le char, peut-être, je sais pas, c'est un podcast. C'est les 3 R qui mènent à la réconciliation. Le 3e R, c'est celui de la réconciliation. Fait que le premier R, dont on vient de parler juste avant, là, tu sais, avec M. Legault qui refuse de reconnaître le racisme systémique, des affaires comme ça, c'est le R de la reconnaissance. Ou on peut aussi dire le R du respect, là. C'est comme un 2 R en 1. 2 for 1. R au carré. Hein? Oui, R au carré. Oui. Fait que, tu sais, celui-là, c'est reconnaître les erreurs du passé, respecter ce que les Autochtones ont à dire, respecter leur, tu sais, quand on vous dit qu'on vit du racisme systémique, tu sais, comme nous écouter, tout ce côté-là, faire des reconnaissances territoriales, tu sais, présenter des excuses, ça fait partie de la partie, reconnaissance. Après ça, tu arrives au 2e R, qui est avant d'arriver à la réconciliation. Fait que le 2e R, c'est celui de la réparation. Parce que s'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de réconciliation possible. Je veux dire, ben là, peut-être dans des notes, mais pour ceux qui l'ont pas vu, là, c'est l'exemple de la bouteille d'eau, là, je veux dire, c'est, ou du portefeuille à Jean-Philippe Autier, là, quand j'étais à son émission. Mais, l'exemple que je donne à mes élèves, puis c'est concret, là, c'est super clair à comprendre. Je suis devant ma classe d'élèves, il y a un élève, mettons, qui a, une bouteille d'eau, mettons qu'il y a un sac de chips. J'aime bien ça. Ah, ça me parle. De faire un sac de chips. Ouais, c'est ça. Sac de chips. Ben là, je vais voir l'élève, je prends son sac de chips, je viens en avant, puis je commence à manger son sac de chips, des chips qui sont dans son sac de chips. Puis, le prof très sympa. Ouais, c'est ça. Ben, à la base, je fais ça pour vrai. Mais mettons dans l'exemple, c'est mal, tu sais. Fait que là, les élèves, ils se rebellent, sont mécontents. Monsieur, c'est notre sac de chips, redonnez-le, on en a besoin, on a faim, etc., etc. Puis là, tu sais, après en avoir mangé la moitié, je fais comme, j'ai comme une réalisation de conscience parce que, puis aussi, je réalise que comme toute la classe est montée contre moi, fait que là, ça s'en vient un peu, il faut que je gère, tu sais. Alors, je dis aux élèves, ben, vous avez raison, tu sais quoi? Je m'excuse d'avoir pris votre sac de chips. Je suis vraiment désolé. C'est my bad. Tu sais, pour vrai, ça se reproduira plus. Je prendrai pas d'autres sacs de chips. C'est comme, puis je reconnais que c'est ton sac. Ouais. Puis là, ben, je continue la classe. Mais j'ai encore le sac de chips. Puis je continue à manger des fois. Puis les élèves, ils disent, ben voyons, monsieur, vous avez reconnu que c'est notre sac de chips. On peut, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben non, c'est bon, là, on a fait la paix, on est réconciliés. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu la réparation qui est de redonner le sac de chips. Et de peut-être s'arranger pour le re-remplir ou d'en acheter un autre si tu l'as fini, tu sais. C'est ça, parce que rendre le sac de chips vide. Non, c'est ça, c'est pas bien. Ça marche pas. Ou à demi-plein, ça marche pas non plus. C'est ça. Fait qu'il faut qu'il y ait une forme de réparation pour qu'on se rende à la réconciliation. La réparation, ben, il y a plein de façons de faire. Là. Je suis pas un expert là-dessus. Je sais qu'il peut y avoir des réparations territoriales où est-ce qu'on peut comme redonner des parties du territoire. Il peut y avoir des réparations monétaires, comme ce qui se passe avec l'Église. Tu sais, je veux dire, il y a des compensations financières qui sont faites. Ça répare, tu sais, ça va pas jamais réparer, mais il y a pas de façon de réparer toutes les agressions puis les meurtres qui ont eu lieu. Je veux dire, dans le sens où comme tu peux pas faire revivre du monde, puis tu peux pas détraumatiser le monde. Fait que comme une forme de réparation monétaire, du coup, ça peut aider, je sais pas, mais regarde, c'est une façon de faire. Fait que tu sais, il y a des formes de réparation comme ça qui peuvent se faire pour ensuite arriver à la réconciliation. Puis tu sais, l'affaire avec le premier R, là, la reconnaissance ou le respect là, dans lequel on peut avoir des excuses, tu sais, des fois, quand ils sont pas sincères, ben c'est même pas d'un vrai R, là, tu passes pas à la deuxième étape, là. Puis même si tu donnes de l'argent, tu vas pas arriver au troisième parce que le premier, tu l'as faké. Le pape, là, quand il est venu s'excuser il y a 2 ans, il y a 1 an à peu près, je veux dire, il est venu après le rapport où est-ce qu'il y avait comme plein d'Autochtones qui sont allés raconter leur histoire de pensionnat. Puis dans les histoires qui étaient racontées, ça racontait qu'il y avait des enfants qui sont jamais revenus, des enfants qui étaient morts là-bas, qui avaient été enterrés derrière les pensionnats, etc. Puis depuis des dizaines d'années, puis nous, on sait depuis bien plus longtemps qu'avant le rapport, là, parce que justement, c'est nos histoires, c'est nos enfants. Fait que depuis le rapport, comme ça avait été dévoilé au grand public, ben on écrivait on étant certaines nations, certaines personnes, écrivait au pape de venir présenter ses excuses. Puis il a toujours refusé, parce qu'il n'y a pas le temps pour ça, c'est pas important, tu sais, c'est fini anyways. Mais il y a 2 ans, lorsque des corps ont été déterrés, là, c'est devenu très réel pour les médias
qui ont sauté sur l'histoire. Puis là, le pape a fait comme, hey, tu sais quoi? Je m'excuse. Là, il est venu s'excuser. Bro, ça fait comme combien d'années qu'on veut que tu t'excuses? Puis là, tu t'excuses parce qu'il y a une pression médiatique. Ouais. Je veux dire, on va rester poli, mais comme, c'est frustrant. Non, c'est frustrant de voir que c'est pas sincère. Que c'est pas... c'est un peu pris la main dans le sac. Bon, t'es obligé de... Ben, c'est ça, t'es obligé de le faire, fait que tu le fais, fait que c'est une vraie excuse. Ouais. C'est comme le bully dans le cours qui te tape, le prof, il dit, excuse-toi, je m'excuse, puis la récré d'après, il te retape. Ouais. Je veux dire, on peut pas te faire confiance. Ouais. Ni au bully, ni à la personne qui a essayé de faire la réparation. C'est comme de la réconciliation. C'est clair. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a tellement mon entrevue avec toi est comme un espèce de miroir de l'entrevue que j'ai eue avec Rito. Parce que j'espère que c'est différent, c'est que ça va être intéressant pour moi. Absolument. Mais dans le sens où on parle de communautés qui ont été fortement endommagées par des choses qui auraient jamais dû arriver. Ouais. Puis un des sujets dont j'ai parlé avec lui, on parlait de réparation justement aussi. Et puis, dans ma tête, des réparations... Parce que là, on est en train de parler de réparations qui, comme tu dis, physiquement, peuvent pas exister. Genre, ramener des gens à la vie, détraumatiser des gens, c'est pas possible. Selon moi, qui suis une personne blanche et qui n'a rien à voir là-dedans concrètement, mais pour moi, je vois la réparation aussi dans l'éducation. Ouais. Comment on éduque les gens par rapport à ça. Et c'est là où je reviens au cours de l'histoire du Canada que j'ai eu avec Monsieur Legault. Oui, vous aviez le même. On a eu le même. Mais ça changeait un peu, là, puis on travaille fort pour le faire changer. Ben c'est ça, parce que donc et puis je sais qu'un journaliste a un peu parlé de ça aussi dans une des entrevues que j'ai vues, mais j'ai fait juste 1 an de secondaire à Montréal et il fallait que je passe mon examen de l'histoire du Canada pour pouvoir aller à l'université. Je me souviens de très peu de choses de ce cours, mais ce dont je me souviens, c'est pas possible qu'il y ait que ça. Ah ben c'est ça. Littéralement, j'étais comme j'ai grandi à l'étranger. Oui, je suis née au Canada, mais j'ai passé comme très peu de temps au Canada. Il y a un truc qui va pas. Et c'était vraiment présenté comme, c'est exactement comme Monsieur Legault disait, c'est-à-dire, c'était le fun. Ben oui, c'était bien. Ils vivaient dans des tipis, ils vivaient dans des maisons longues. Moi, j'ai appris le concept des kayaks, des canoës, all that stuff. Et j'étais comme, OK, great. Et en plus, je crois que j'ai failed mon examen, genre. Donc, dis-toi à quel point ça m'a pas intéressé. Ça a pas marché. Non, c'est ça. Je suis comme allée à l'université après, là. There you go. Mais tout ça pour dire que, est-ce que tu crois qu'il y aurait une façon de challenger le système de l'éducation pour créer des nouvelles réparations qui peuvent être concrètes sur le long terme? Ouais, mais je pense que je vais le scinder en deux, là, tu sais. Oui, il y a le côté de l'éducation, puis c'est du devoir du gouvernement, tu sais, de s'assurer que ce qu'on apprend, c'est les faits, c'est réel, tu sais, puis qu'on parle pas juste de nous comme de personnages folkloriques qui vivent dans un passé comme puis on est parce qu'on est plus comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a l'autre côté où est-ce que comme on m'a déjà posé la question en tant qu'individu, qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que c'est pas je veux pas 20$ du voisin, tu sais comme puis je veux pas qu'il me donne accès à sa cour quand je veux, tu sais dans le sens où comme ça marchera pas comme ça là. Avec ces gens-là, ils veulent savoir comment est-ce que moi je peux aider en étant allié, puis la réparation va se faire comme de cette façon-là, instruis-toi, apprends la vraie histoire d'une certaine façon, soit à nos côtés lorsqu'on lutte, puis pour l'école, c'est ça, c'est encore, the burden est encore sur nous, là, dans le sens où comme le fardeau est encore sur nous autres, parce que c'est à nous, tu sais, j'ai beaucoup d'amis là, qui sont dans des comités pour changer les manuels, puis tu sais, puis c'est un fardeau, sauf qu'en même temps, si nous on le fait pas, personne va le faire, tu sais, puis aussi ils vont peut-être mal le faire. C'est ça. Fait que c'est un couteau à double tranchant. C'est quand même une charge mentale de plus, sauf qu'on n'a pas le choix de le faire parce qu'en bout de ligne, l'histoire a été écrite par les colons. Fait que ils mettent des choses erronées, ils mettent ce qu'ils veulent mettre, ils mettent Johnny McDonald sur le 10$, ils mettent la rue Amherst puis tu sais la rue de colonisateur puis de meurtrier, tu sais. Ouais. Fait que faut déconstruire, il faut s'assurer, tu sais, de décoloniser puis d'autochtoniser. Ouais, j'aime ça. Ça me rappelle la fois où j'ai découvert sur une map monde que parce que moi j'ai été dans des écoles françaises à l'étranger et donc toute l'histoire et la géographie que j'apprenais forcément était de l'œil du français ou du et quand j'ai vu une map monde pour la première fois qui était pas avec l'œil européen, avec l'Europe au centre,
Moi, dans ma tête, c'était ça, là. Genre, tu sais, il y a pas... Ouais. Et à un moment, j'ai vu une autre map monde, enfin, une carte plate, où je pense que c'est ça, l'Amérique était au centre, ou je sais plus, puis j'étais comme, oui, attends, je comprends pas. Ouais. Il a été décalé, à l'impression. C'est fou comment, genre, tout est centré sur la personne qui raconte, tu sais. Donc, c'est... ça m'a... Tu sais, puis je parlais à des élèves, tu sais, moi, je leur parle de toutes sortes d'affaires, puis ou dans les commentaires, il y a des gens qui disent qu'ils savaient pas, ils pensaient que les Autochtones n'existaient encore que comment ils sont décrits dans les manuels d'histoire. Exact, ouais. Tu sais, ben là, tu vis dans une maison, t'as-tu une voiture, tu t'habilles avec des jeans, je comprends pas, tu sais. Man, je veux dire, comment... Mais en même temps, c'est des enfants comme plus jeunes, là, je veux dire, j'ose espérer qu'il n'y a pas d'adultes qui croient encore ça, mais tu sais jamais, là, tu sais. C'est drôle que tu mentionnes... non, mais c'est vrai, parce que... non, je sais. C'est triste, mais ce concept d'image folklorique dont tu parles... Moi, j'ai des amis qui ont vécu au Canada quand on était petite, puis après, elles ont déménagé en France, puis elles sont plus jamais revenues pendant longtemps. Et là, mon amie vient d'avoir 2 enfants, et elle dit genre, j'aimerais bien retourner, puis comme... les emmener voir des autochtones, puis tu sais, j'étais comme... Puis déjà, elle utilisait pas le mot déjà, autochtone. Elle utilisait... OK, je pensais qu'elle avait... Non. Elle dit indien? Donc, tu sais, j'étais comme, OK, let's start from the beginning. Non, mais c'est parce que moi, je m'étais abonné à des magazines pour mes enfants, là, des magazines ou des petits livres qu'on reçoit. Puis ça vient de la France, là. Ils utilisent le terme indien, non, les comme Français, ça, là, tout le temps, ils saupoudrent. Comment tu... Je te jure, ça comme, des Indiens partout, let's go. Non, c'est... Les Français, là, ils vivent encore en... vraiment. Donc, on va commencer par décoloniser le Québec, puis après ça, on va bouger outre-mer. Justement, en parlant de vocabulaire. Quels sont les mots à proscrire? Quels sont les mots à utiliser? Un petit B.A.B.A. Vous pouvez aller voir sur mon compte TikTok, Watso barre en bas. Là. Il y a des vidéos pins, je pense que c'est une de ceux-là, que tu as sûrement regardé. Mais c'est ça, la terminologie a changé, les mots ont changé. Puis même que depuis que j'ai fait cette vidéo-là, il y a un nouveau mot qui s'est rajouté, ou en tout cas, qui était moins utilisé, mais maintenant qui est plus présent. Puis qui est plus précis, fait que c'est le fun. Fait que je vais te le garder pour la fin parce que je sais pas. Scoop. Ouais, c'est ça, scoop. Fait que, évidemment, à proscrire, à ne pas utiliser, c'est le terme indien. On n'est pas des Indiens, ça n'a aucun rapport, ils se sont perdus, puis c'est ça, on n'est pas des Indiens ni des Indiens de l'Amérique. Je veux dire, c'est bien beau faire comme, OK, c'est pas des Indiens, mais c'est des Indiens de l'Amérique. Non, on n'est pas des Indiens de l'Amérique. Aucun rapport, pareil. Ça n'a aucun rapport. Tu sais, puis les slurs comme Redskin ou Sauvage, là, évidemment, c'est à proscrire, évidemment. Je suis content que l'équipe de football a changé. Oui, je me demandais ça, on se battait énormément pour faire changer ça, puis ils l'ont changé sous la pression, là. Mais ça avait aucun bon sens. Il était temps. C'était dégueulasse. Fait que là, c'est ça. Ça, c'est à peu près les termes. Ah, puis le terme, je l'ai pas utilisé aujourd'hui, là. D'habitude, je l'utilise juste pour me permettre ensuite de dire qu'on l'utilise pas. Mais c'est le mot réserve. Quand je parle de ma communauté, avant, on disait la réserve. Puis tu vas entendre encore des Autochtones peut-être un peu plus âgés, là, aînés, qui vont utiliser le terme réserve parce qu'ils ont grandi avec ce terme-là. Moi, je l'ai utilisé, mettons, quand je parle entre nous. J'ai même utilisé le terme indien, tu sais, entre familles. C'est un terme c'est des termes qu'on se réapproprie. Oui. Je veux pas dire que c'est la même, je veux pas dire que ça a la même connotation que le N-word, sauf que tu sais, c'est dans le même sentiment. Oui. Tu sais, dans le sens où comme on reprend un terme erroné qui a été utilisé pour nous, puis on, tu sais, OK, ben, on est des Indians, tu sais, whatever. On va manger des Indian tacos, tu sais, whatever. on s'est approprié ça. Fait que, ça, c'est les termes à proscrire. Réserve, indien, amérindien, sauvage, peau rouge, etc. Est-ce que juste réserve, c'est à proscrire parce que c'est... Ben, c'est une connotation vraiment négative, tu sais, parce que que t'as parqué des gens dedans. L'idée de la réserve, c'était vraiment de nous éloigner, de faire qu'on puisse pas avoir l'accès les uns aux autres. Parce que, à la base, les Autochtones n'avaient même pas le droit de quitter la réserve sans avoir l'accord écrit du gouverneur général, genre, du Canada, là. Tu sais, il fallait que tu demandes la permission, parce qu'on était considérés comme des enfants jusqu'en 1954 à peu près. Puis non, ça c'est quand on a le droit de vote, on est encore considérés comme des enfants aux yeux de la loi sur les Indiens, c'est fucked up. Fait que j'ai le droit de dire ce mot-là ton podcast encore. Tu couperas au montage. Je sais pas s'il y a du montage. Fait que tu sais, ça pour dire que ça, réserve, ça fait très comme zoo. Absolument. Ouais, fait que, on vous a parqué quelque part. Ouais. Puis on nous a mis en réserve, on nous a mis là-bas, tu sais.
Fait que c'est ça. Donc le mot à utiliser... C'est communauté. Communauté. On peut dire communauté. Tu veux dire village aussi, I guess. Mais tu sais, c'est plus clair quand on parle de la communauté. Parce que c'est vraiment ça aussi qui nous lie, tu sais. C'est la communauté, mais c'est aussi la communauté. Bien sûr. Fait que voilà, à peu près les termes à ne pas utiliser. Puis après ça, les termes à utiliser, c'est qu'il y en a beaucoup. Puis le but, c'est d'être le plus précis possible, mettons. Mm-hmm. Fait que tu peux y aller avec quelque chose de super large comme autochtone. Autochtone, ça fonctionne. Il y a un autre qu'on peut pas utiliser, mais je vais l'utiliser, je vais en parler quand j'ai utilisé parler de contraire. Ouais, son contraire. Tu savais, t'as combien il l'a pas dit? Et là, ouais, fait que autochtone, c'est très large, mais ça marche. Puis autochtone, c'est un mot qui convient parfaitement. On l'utilise souvent déjà depuis le début. Mais le problème avec le mot autochtone, c'est qu'il y a des autochtones partout dans le monde. Oui. Parce qu'autochtone veut dire originaire de ce territoire-là, originaire du lieu. Fait qu'il y a des autochtones en Nouvelle-Zélande, les Maoris, tu sais, t'as les Amazigh, mettons, au Maroc, t'as les Mayas, tu sais, t'en as partout, des autochtones. Fait que dans le fond, si tu dis les autochtones, c'est extrêmement large. Après ça, on va y aller avec le terme anglophone, qu'on dit indigenous. Indigenous, ça pourrait être la version anglaise de autochtone. C'est weird parce que en français, on a un mot pour indigenous. Oui. Mais c'est un mot qu'on ne doit pas utiliser. D'accord. Fait que indigenous, ça marche vraiment bien. On l'utilise partout en anglais. Autochtone en français. Mais indigène, on l'utilise pas. Pourquoi? Parce que la connotation est négative. OK. Fait que c'est comme... Aussi parce que ça peut faire référence à une plante. Là. On n'a pas des plantes. Là. Une plante indigène. On n'a pas ça. Je sais pas. Mais dans le sens où on l'utilise pas. Peut-être aussi c'est comment est-ce que les communautés se l'ont approprié. Fait qu'en anglais, ils l'ont pris puis comme c'est nous. Ouais. Mais en français, c'est vraiment négatif. C'est vraiment intéressant. Ça. Ouais, fait qu'on n'utilise pas indigène, on utilise autochtone. Fait que des fois dans la traduction, il y a des, tu sais, j'ai lu un livre récemment qui passait de l'anglais au français, puis en anglais, c'est indigenous, puis en français, c'est indigène, puis là, je lis ça, puis j'étais comme, oh my god, j'étais outré. Bon, attends, mais tu sais, dans ça, c'est comme, j'étais comme, ew. Ouais. fait que, tu sais, c'est comme des petites subtilités qu'il faut savoir. Alors, autochtone, indigenous, tu peux, au Canada, utiliser Premières Nations. Les Premières Nations, parce que les autochtones se divisent en 3 catégories au Canada. Fait que t'as les Premières Nations, ça c'est propre au Canada, là, t'as pas de Premières Nations aux États-Unis, là, c'est juste pour nous autres. Okay. C'est en lien avec la loi sur les Indiens. Je dis la loi sur les Indiens parce que c'est le nom de la loi, là, ils l'ont pas changé parce qu'ils s'en calissent. Excusez. Mais dans le sens où c'est ça, on utilise les Premières Nations pour désigner à peu près une 60aine de nations réparties à travers plus de 650 communautés au travers du Canada. La deuxième je sais pas quoi vous dire catégorie, là, mais 3, il y a les Premières Nations, il y a les Inuits qui sont dans le nord, qui ne sont pas assujettis à la loi sur les Indiens, qui sont pas des Premières Nations. Donc, quand tu parles des Autochtones, quand tu parles des Premières Nations au Québec, ça exclut les Inuits. Fait que quand on dit qu'il y a 11 nations autochtones, il faut que tu fasses attention à la distinction. Tu peux pas dire qu'il y a 11 Premières Nations au Québec, parce que c'est faux, il y en a 10 plus la nation Inuit. Puis la 3e catégorie, c'est les Métis. Puis ça, Métis avec un M majuscule. Parce que ça, là, au Québec, on a la misère avec la notion de métis. Non, mais je te jure, c'est parce que le problème, c'est qu'en français, il y a le mot métissé, puis là, ça veut dire comme de différents, tu sais, de parents qui sont comme, fait que, de différentes nations, peu importe. Ouais, qui sont mélangés. Fait qu'au Québec, il y a plein de gens qui se pensent autochtones, tu sais, puis qui se disent métis, mais ils sont pas métis. Les métis, c'est une nation distincte, comme au Manitoba, là, c'est les gens de l'Ouriel, tu sais, c'est comme ils ont leur propre affaire. Fait que tu peux pas juste te dire métis. Tu sais, puis on n'entrera pas là-dedans, là, mais au Québec, on a un gros problème aussi de faux autochtones, là, de faux autochtones. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent autochtones, mais tu sais, ils le sont pas. Ils se créent des nations, ils se créent des cartes. Les métis de l'Est, c'est un gros problème, là, ça n'existe pas, là, les métis de l'Est. Qui jouent au Pokémon, genre, ils inventent. Non, mais ils s'inventent une culture, puis ils se basent tous sur la même madame de 1600 quelque chose, tu sais, comme. Fait que, oui, notre enceinte commun, c'est notre enceinte autochtone, c'est elle qui a vécu en 1600, 1700, je sais pas, tu sais. Fait que ça a aucun rapport, ils ont aucun lien avec aucune communauté, je veux dire, ils font juste puis tu sais, des fois ces gens-là sont comme oui, mais je suis autochtone parce que quand le tambour il drum, je le sens vibrer en moi. Je suis comme man, oh my god. Give me a break, là, je veux dire, c'est pas ça pantoute, tu sais. Fait que là, ça pour dire que autochtone, t'as Première Nation, Métis, Inuit. Puis après ça, si tu veux être encore
puis si tu veux être encore plus précis, ce qui est mieux, tu nommes le nom de la nation de la personne quand tu parles des Premières Nations. Fait que là, depuis le début, tu sais, on parle de moi comme un Abenaki, c'est ce que je suis. Donc, c'est encore plus respectueux. D'un, ça veut dire que tu as fait, tu sais, comme un peu cette recherche-là de savoir c'était quoi ma nation. Puis, moi, c'est comme ça que je me définis. Fait que si t'es capable de nommer le nom de la nation, c'est encore mieux. Mais le terme qui a été rajouté dans les deux, trois dernières années, c'est le terme premier peuple. Fait qu'on peut dire premier peuple au lieu d'autochtone. Puis ça l'inclut les trois catégories là. Puis en anglais, est-ce que c'est first people, genre, ou c'est comme il y a pas vraiment de. Je penserais pas. Je pense pas qu'il y a de traduction. Okay. Je pense pas qu'il y a de traduction. On dirait, tu sais, on dit First Nations pour Première Nation. Ouais. Mais là, First Peoples, j'ai jamais entendu ça. Fait que je pense pas que ça. C'est une traduction littéraire. You heard it here first. Ouais, on part une nouvelle affaire. Bon. Non, c'est ça. Je penserais pas. Okay. Fait que voilà les termes à dire à proscrire. On les mettra tous à l'écran sur YouTube. Oui, absolument. Non, mais pour vrai, genre, puis ça me paraît fou que en revenant comme au cours dont je parlais là, d'histoire du Canada, tu sais, tu viens de parler pendant 10 minutes de ça. Je suis comme rien que ça là. Ouais. On peut pas parler de comme tout un peuple, toute une affaire, puis juste, en tout cas. Il y a tellement de choses à dire, tu sais. C'est tellement intéressant. Mais puis tu sais, c'est ça, dans les derniers temps, il y a cet intérêt-là des gens envers ça, mais il y a aussi un espace qui a été comme mis de l'avant pour qu'on puisse raconter ça. Fait que c'est un peu ça, cette place-là que je prends. Moi, j'ai la chance d'être capable d'animer un peu. Tu sais, j'ai le background en pédagogie aussi en tant que prof. Fait que je peux vulgariser certaines notions. J'ai comme plein d'affaires qui font que je pense à bonne place au bon moment, tu sais. Fait que je veux pouvoir changer la mentalité des gens à travers cette éducation-là que je vais faire partout, tu sais. Que ce soit dans l'école ou à l'extérieur de l'école maintenant. Là. Ouais. Juin, c'est le mois national de l'histoire autochtone. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi cela consiste et en quoi est-ce que c'est nécessaire? Puis, j'ai l'impression de te faire un... Non, mais c'est clair, il va voir que je te demande de la répéter parce que mon ADD me permet pas de faire deux questions en même temps. Il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt, en fait, quelle est la différence entre ce mois-ci et la date du 30 septembre qui est la journée de la réconciliation? C'est la journée pour la vérité et la réconciliation. Vérité et réconciliation. Truth and Reconciliation Day. Donc, en quoi, tu sais, un mois global pour l'histoire nationale des Autochtones versus une seule journée qui est dédiée à un sujet très spécifique? Ben, le mois de juin, c'est vraiment plus c'est un moment pour instruire, tu sais, comme pour en apprendre plus, pour découvrir, mettons, des artistes autochtones, tu sais, pour écouter de la musique, pour aller voir de l'art autochtone. C'est vraiment comme un mois pour mettre en valeur tout ce qui est autochtone. Fait que pourquoi c'est important? C'est important parce que ça va de soi, là. Ça va de soi. C'est une place, c'est comme tu sais, qu'on doit prendre dans l'espace public. Fait que d'avoir accès à ce mois-là pour pouvoir faire ça. Puis de plus, tu sais, ça tombe. La raison pourquoi c'est le mois de juin, c'est à cause du solstice, là, le 21 juin, qui est un peu comme notre fête nationale. Parce que chaque nation a comme son powwow, chaque communauté a même son powwow. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Puis on fête justement qui on est, puis tu sais, comme on célèbre notre culture à travers le powwow. Mais le 21 juin, c'est comme pour tout le monde. Je fais très attention de toujours dire qu'il n'y a pas comme une culture autochtone, il n'y a pas une tradition à tout le monde. Tu sais, chaque culture est unique, chaque nation est unique. Ils ont toute leur unicité, tu sais, qui est propre. Mais le 21, c'est vraiment quelque chose qui est célébré par tout le monde parce que c'est c'est comme un peu c'est le moment où est-ce que le soleil est le plus haut, le début de l'été, tu sais, mais c'est un moment pour nous où est-ce qu'on se recueille, on réfléchit au passé puis à l'avenir en famille, c'est un moment de réflexion aussi, tout en étant un moment de célébration. Ouais. Fait que ça, c'est le mois de juin, pour le mois de l'histoire autochtone. Je sais pas comment ça s'appelle. Le mois national de l'histoire des Autochtones. Nice. Voilà. C'est ça, je l'ai dit. Tu m'as quizé, je sais. Non, mais moi, je Puis la journée pour la vérité et la réconciliation qui existe depuis que les corps ont été retrouvés, tu sais, c'est vraiment plus Donc c'est quand même assez récent, hein? Oui, ça fait quoi, 1 an ou 2, là, que cette date-là est mise de l'avant. Puis c'est un jour où est-ce qu'on s'habille en orange pour souligner les survivants des pensionnats.
qui est basé sur un livre extraordinaire, là, Orange Shirt Day ou quelque chose comme ça, là. Puis ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est allée au pensionnat avec un chandail orange, ils l'ont forcé à l'enlever, puis elle s'habillait comme tout le monde, puis tu sais, coupait les cheveux, puis tout ça d'affaires. Puis tu sais, c'était son souvenir, fait que ça part tout de là. Puis c'est plus une journée de deuil, tu sais, à ce moment-là. C'est pas du tout une célébration où est-ce qu'on va festoyer un peu comme au le 21. Là, ça va être vraiment plus un moment pour se rappeler les horreurs du passé puis se soutenir dans ça, tu sais. Ouais, absolument. Mathieu, est-ce qu'on est comme passé 1 heure ou pas? 56 minutes. Oh, c'est bon. On va parler des enfants puis TikTok. Je vais un peu dépasser, est-ce que c'est correct? Ok, parfait. Ça te va si on dépasse. Ouais, tu vois, t'arrives à faire 1 heure. Ah oui, je savais pas. C'est une bonne question. Parfait. Le concept de bien-être. J'en ai beaucoup discuté avec mes autres invités les dernières saisons. Puis, on en est un peu venu à la conclusion que le bien-être, c'est quelque chose, c'est un privilège. Parce que avant le bien-être, il faut d'abord avoir une base, un logement comme un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture dans son assiette, comme du sommeil qui fait du sens, genre c'est comme vraiment la base de la pyramide de Maslow, mettons. Et donc le bien-être, ça vient après ça. Avec cela en tête, penses-tu que le bien-être est actuellement facilement accessible pour les membres des communautés autochtones? Oh mon Dieu, j'aurais dû la question avant, on va préparer. C'est une grosse question, tu sais. Les traumas intergénérationnels sont encore très présents. Je pense que puis je parle pas nécessairement pour moi, là. Moi, ça va super bien. Je suis très chanceux, knock on wood, là. Je veux dire, je me considère extrêmement chanceux. Je pense même qu'il y a comme quelqu'un ou quelque chose qui veille sur moi, là, parce que je comprends pas ma chance. Sauf que, je veux dire, j'ai quand même souffert en quelque sorte, justement, de ce qui s'est passé parce que j'ai pas eu accès à ma culture, ma langue, tu sais, dans ce sens-là. Puis, tu sais, je veux pas hiérarchiser les traumas ou dire que comme c'est grave ce que j'ai vécu, sauf qu'il y en a qui ont vécu des affaires vraiment pires puis qui le vivent encore. Puis tu sais, après ça, quand on dit un trauma intergénérationnel, c'est que des fois ça se répète, tu sais. Fait que ce qui leur a été fait, des fois c'est répété, puis tu sais, quand est-ce qu'on arrive à arrêter? Fait que il faut croire en la nouvelle génération, comme peut-être même dans ma génération, là, mettons, on va dire milléniaux, là, qui vont ou juste un peu avant ça, tu sais, comme le but c'est de briser ces cycles-là de trauma, puis petit à petit on y arrive, puis comment ça va se faire? Ben c'est à travers, tu sais, regagner, tu sais, comme la confiance puis la fierté d'être autochtone. Puis je le vois arriver, ça. Tu sais, on est à des années-lumière de où est-ce qu'on était il y a 15 ans, puis c'est extraordinaire à voir. Fait que je pense que ce bien-être-là, tu sais, qui est peut-être difficile à accéder pour certaines personnes, puis je mettrai jamais la faute sur eux, là. C'est à cause de ce qui s'est passé. Je pense que il y a une lumière au bout du tunnel. Puis j'espère qu'on va arriver à cette lumière-là plus tôt que tard. Mais tu sais, on a encore beaucoup de travail à faire. C'est super violent, quelqu'un qui refuse de reconnaître le racisme systémique, là. On a Joyce Echaquan, elle est décédée à cause de ça. Tu sais, il y a des nations qui ont écrit le principe de Joyce, où est-ce qu'on est comme, voici des solutions, puis c'est balayé du revers de la main. Fait qu'on la voit la lumière, mais des fois, il y a quelqu'un qui rallonge le tunnel, tu sais. Ah ouais. C'est une bonne métaphore, ça. Non, mais tu sais. Non, mais complètement. Ouais. C'est tough, là. Puis on sait que les constructions à Montréal. C'est l'enfer. Ça, je trouve ça dur parce que, tu sais, moi, à la base, ma forme de militance, c'était toujours dans le now, tu sais, j'ai besoin que ça change maintenant. Puis je suis encore comme ça. Puis si j'ai pas cette mentalité-là, je veux dire, on y arrivera pas. Puis des fois, ça brusquait les gens, puis ça bousculait les gens, puis c'était comme, ah, mais tu veux que tout change maintenant, mais ça prend du temps. Puis je suis comme, ben, si je travaille pour faire changer les choses en 20 ans, ça va changer en 60. Fait que moi, je travaille pour changer les choses hier. Ouais.
Puis des fois, ça bulldoze. T'as pas le choix de bulldozer. Mais regarde, à un moment donné, il faut faire ce qu'il faut faire. Là. Tu sais, en anglais, on parle du growing pains. C'est un concept que j'aime beaucoup. C'est genre, c'est physique, normalement, le growing pains, que quand t'es adolescent, tu grandis puis que ça te fait mal parce que tes os poussent vite, apparemment. Okay. Et donc, t'as certaines personnes, surtout les garçons, qui ont des douleurs très, très fortes au niveau des os puis tout. Et on a pris ce concept-là de growing pains comme un concept social un peu, où quand tu traverses même personnellement quelque chose de difficile, on va parler de growing pains parce que c'est rapide, ça fait mal, mais genre, ça va s'arrêter un moment, genre. Fait que je considère ça ben j'aime ça, oui, c'est ça, parce que tu sais, des fois ça fait mal, mais des fois c'est inconfortable. C'est ça, c'est plutôt ça, ouais. C'est inconfortable, puis les gens sont pas habitués de changer si vite. Tu sais, des fois ça les brusque, puis mais regarde, prends-le sur toi, ton inconfort puis ton malaise, là, puis réalise que c'est pour le bien, puis que dans 2-3 années, tu sais, ça va être une autre affaire qui va vouloir changer. Fait attelle-toi. Accroche-toi. Ouais, on n'est pas prêt. Pour vrai, on retourne plus en arrière, là. Non. Ben, je sais pas, les États-Unis, moi, par exemple, là. Oh, eux, là. Ma dernière question. Oui. Donc la dernière campagne du Bota Bota qui est actuellement en processus. Notre concept, c'est le concept d'ancrage. Parce que pour nous, l'ancrage, s'ancrer en soi-même, c'est une façon de justement retrouver le bien-être, être avec soi-même, etc. Pour toi, c'est quoi ta définition propre de l'ancrage? Puis comment est-ce que tu la vis au quotidien, si on veut? Ben, je pense que tu sais, je vais revenir en fait sur ce dont on a parlé là dans ma reconnexion. Là, je pense que en redécouvrant ma langue puis ma culture, j'ai découvert que j'étais comme un peu en dérive. Fait que, tu sais, d'avoir ce point d'ancrage-là, littéralement, qui est ma communauté, pour moi, c'est ça qui me rend, tu sais, comme complet. Puis, c'est quelque chose que je savais pas qui me manquait, mais que je réalise qu'il était plus que nécessaire pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui, tu sais. Vital, quoi. Puis, ben, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, avoir ce soutien-là, puis cette reconnaissance-là, puis ce respect-là tu sais, comme de tout ce monde-là, ça me permet à moi d'être plus solide aussi, d'une certaine façon. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas. Absolument. J'essaie de Il n'y a pas de réponse exacte, surtout pour cette question. C'est bon. Xavier, où est-ce qu'on peut te trouver sur nos réseaux sociaux? J'ai fait un shout-out tantôt. Sur les réseaux sociaux, pas sur nos réseaux sociaux. Ouais. Vous pouvez me trouver sur TikTok à Watso _, ou juste Watso, je pense que je suis le seul. Sinon, sur IG à Xavier Watso. Et puis Facebook, Xavier Watso aussi. Super. Avais-tu un dernier mot pour notre audience? Ben, je t'apprends comment dire merci Anna Benaki. Fait qu'on dit Oléone. Oléone. Voilà. Oléone, Constance. Oui. Je m'en suis souvenu. À la prochaine. À la prochaine.